Je remercie tous ceux qui nous ont permis d'atteindre 7,5% de financement par rapport à nos coprojets, ainsi que ceux qui nous permettront d'atteindre ici le 100%. Je rappelle une chose, le projet en question, vous recevez quelque chose en date d'aujourd'hui et également quelque chose lorsque le projet sera littéralement prêt. OK? Toutes les informations sont en description de la vidéo. C'est le moment de soutenir concrètement la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler de Mastercard. Posez la question à n'importe quel investisseur débutant. Comment Mastercard gagne-t-il son argent? La réponse arrive immédiatement avec la confiance de quelqu'un qui connaît la réponse depuis toujours. Mastercard prend une commission sur chaque transaction par carte. Vous payez votre café, Mastercard touche quelques centimes au passage. Multipliez ça par des milliards de transactions quotidiennes dans 210 pays et vous obtenez l'un des modèles économiques les plus simples et les plus puissants jamais construits. Cette réponse est correcte. Elle est aussi incomplète. Commençons par le modèle que tout le monde connaît. Parce qu'il faut le comprendre précisément avant de comprendre pourquoi il ne suffit plus à expliquer ce que Mastercard est en train de devenir. Le réseau Mastercard fonctionne comme une autoroute à péage. Quand vous payez par carte, votre banque, la banque du commerçant et Mastercard participent tous à la transaction en quelques millisecondes. Mastercard ne prend pas de risque de crédit, il ne prête pas d'argent, il ne détient pas vos fonds. Il fournit l'infrastructure de connexion, vérifie que la transaction est légitime et perçoit un pourcentage du montant transféré pour ce service. C'est un modèle d'une efficacité économique remarquable. Les coûts marginaux de traitement d'une transaction supplémentaire sont quasi nuls, ce qui signifie que chaque nouveau dollar de volume généré par la marge, chaque nouveau volume de dollars génère de la marge presque pure. Donc, on a un levier opérationnel ici assez intéressant, très positif, d'accord? Donc, la croissance du réseau ne nécessite pas croissance de... Enfin, on va se dire ici qu'il ne nécessite pas forcément ici une croissance proportionnelle des coûts. Donc, si Mastercard fait 100 dollars ou bien 1% de revenus supplémentaires, ben, en réalité, ça va se traduire par plus que 1% de bénéfices opérationnels supplémentaires. Tout simplement parce que les coûts ne changent pas énormément. Elle n'a pas besoin d'augmenter ses coûts de 1%. Non, pas du tout. OK? Alors, je continue. Ce modèle a produit une expansion de marge opérationnelle de près de 600 points de base depuis 2020 avec une marge ajustée qui atteint les 59,2% en 2025. Je rappelle une chose, quand je parle de points de base, ça veut dire ici, quand je parle de 600 points de base, ça veut dire 6%. Quand on parle de points de base, il faut toujours diviser par 100. Quand on parle de points de pourcentage, c'est le pourcentage. Donc, si j'avais dit 600 points de pourcentage, ça voudrait dire ici 600%. Quand je parle de 600 points de base, ça veut dire 6%. Si je parlais ici de 50 points de base, ça voudrait dire ici 0,5%. OK? Refermons la parenthèse. Pour mettre ça en perspective, dans la quasi-totalité des secteurs industriels, une marge opérationnelle de 30% est considérée comme exceptionnelle. Quand on parle de secteur industriel, je ne parle pas d'industrie. Attention, un secteur industriel, la finance est un secteur industriel, les rates c'est un secteur industriel, le consumer discretionary c'est un secteur industriel. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Donc, Mastercard opère à presque le double avec une expansion supplémentaire de 50 à 100 points de base attendue en 2026, soit 0,5 à 1% supplémentaire par rapport aux marges opérationnelles. Mais la croissance du réseau de paiement traditionnel, aussi solide soit-elle, n'est plus le moteur principal de l'accélération des revenus de Mastercard. Ce moteur est ailleurs. Et il est en train de changer structurellement ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Les Value Add Services, que les analystes appellent également le VAS, représentaient moins de 35% des revenus de Mastercard en 2022. Ils en représentent près de 40% aujourd'hui et devraient dépasser ce seuil dans les prochaines années. Ces services incluent la cybersécurité des transactions, l'analyse de données pour les banques et les commerçants, les services de conseil en gestion des risques, les solutions de fidélisation et les outils d'authentification avancés comme la tokenisation qui remplace les numéros de carte réelle par les jetons numériques sécurisés lors de chaque transaction. Ils ne dépendent pas du volume de transactions de la même façon que le réseau de base. Ils créent des relations contractuelles plus profondes avec les banques et les commerçants. Ils génèrent des revenus même quand le consommateur ne sort pas sa carte parce qu'ils opèrent en amont et en aval de la transaction elle-même. Quand Mastercard vend un service de détection de fraude à une banque, il est payé que la transaction ait lieu ou non. Ça, c'est une très très bonne chose. Regardez maintenant la deuxième version de Mastercard, celle qui est en train de se construire en parallèle et la comparaison devient saisissante.
Mastercard vient de développer AgentPay, une infrastructure de paiement conçue spécifiquement pour les agents IA autonomes, c'est-à-dire ces programmes capables de naviguer sur Internet, de comparer des offres et d'effectuer des achats au nom d'un utilisateur humain sans intervention directe de ce dernier. Presque toutes les cartes Mastercard dans le monde sont déjà activées pour AgentPay. Mastercard est en train de construire un réseau autoroutier d'un pays avant que les voitures ne soient inventées. Parce qu'il sait que quand les voitures arriveront, celui qui possède l'autoroute capturera la valeur. Et ça également, c'est quelque chose qu'il va falloir observer avec beaucoup d'attention. Simultanément, Mastercard a annoncé l'acquisition de BVNK pour 1,8 milliard de dollars. BVNK est une infrastructure de paiement pour les stablecoins. Ces monnaies numériques dont la valeur est ancrée sur une devise traditionnelle comme le dollar, l'euro, comme vous voulez. Si les stablecoins se généralisent comme moyen de paiement dans les transactions commerciales et plusieurs signes réglementaires et technologiques suggèrent que cette généralisation est en cours, Mastercard veut être l'infrastructure qui les fait circuler. C'est une cohérence stratégique remarquable. Quelle que soit la forme que prend la monnaie numérique, quelle que soit la façon dont la transaction est initiée, que ce soit par un humain, un agent IA ou un protocole blockchain, Mastercard veut être la couche d'infrastructure qui la traite, la sécurise et la valide. Voilà donc les deux entreprises que vous regardez simultanément quand vous analysez Mastercard aujourd'hui. La première est un réseau de paiement mature dont la croissance est solide, prévisible et légèrement ralentie en 2026 par la perte du portefeuille débit de Capital One, un événement ponctuel qui réduit mécaniquement les volumes traités sans affecter la structure économique sous-jacente. Donc, c'est un événement ponctuel. Capital One, c'est une banque également qui a son propre réseau de paiement. C'est un peu comme l'équivalent de American Express. OK ? D'ailleurs, même cette compagnie peut être intéressante à aller regarder en profondeur. Et American Express également. Je pense qu'American Express est peut-être surévalué, mais Capital One offre un prix intéressant. Je pense également que le dirigeant de Capital One, bref, le fondateur, je ne sais pas s'il est encore aux commandes, mais ça semblait quelqu'un d'intéressant également à suivre. Bref, refermons cette parenthèse-là. La seconde est une infrastructure financière universelle en construction dont les revenus sont de moins en moins liés au volume de transactions traditionnelles et de plus en plus liés à la valeur extraite à chaque couche d'un système de paiement mondial en pleine recomposition. Ces deux entreprises coexistent dans le même bilan, les mêmes comptes de résultats et les mêmes chiffres de croissance, mais elles ont des profils de risque, des moteurs de croissance et des horizons temporels radicalement différents. La tokenisation illustre parfaitement cette dualité. Plus de 40% des transactions Mastercard sont aujourd'hui tokenisées et ces transactions affichent des taux d'approbation supérieurs de 3 à 6% aux transactions non tokenisées. Pour un commerçant dont le modèle économique dépend du taux de conversion, cette différence est significative. Mais la tokenisation n'est pas seulement un outil de performance, c'est une couche d'infrastructure supplémentaire que Mastercard contrôle qui crée une dépendance technique des banques et des commerçants à ces systèmes et qui génère des données propriétaires sur les patterns de transactions que personne d'autre dans l'écosystème ne peut reproduire à la même échelle. C'est un mécanisme de compounding de l'avantage concurrentiel qui n'apparaît dans aucun compte de résultat, mais qui se renforce à chaque transaction. Confondre les deux versions de Mastercard, c'est soit sous-estimer ce que l'entreprise est en train de construire, soit surestimer la rapidité à laquelle les nouvelles couches vont contribuer aux revenus de façon significative. Voilà donc la question fondamentale que cette vidéo soulève. Quand vous analysez une entreprise dont le modèle économique est en train de se transformer en profondeur, avez-vous une méthode pour décomposer précisément comment chaque couche crée de la valeur? Pour qui? À quelle marge? Et avec quel mécanisme de défense contre la concurrence? Ne l'oubliez pas. C'est exactement ce que le Prompt Top Invest, comment cette entreprise crée-t-elle de la valeur, vous force à construire de façon rigoureuse. Je rappelle ici que le projet est financé par cette bibliothèque de Prompt. Comme je l'ai dit, vous recevez quelque chose aujourd'hui et vous recevrez également quelque chose une fois que le projet sera mené à bien. On va le dire comme ça. OK? De toute façon, j'ai fait une vidéo en description de celle-ci. Donc, ce prompt-là vous oblige à identifier le vrai moteur économique couche par couche, la base client réelle, la structure des revenus segment par segment et les avantages concurrentiels spécifiques à chaque activité. Sur Mastercard, ce travail révèle
immédiatement que l'entreprise opère sur au moins 3 modèles superposés dont les dynamiques sont différentes. Le réseau de paiement traditionnel à forte visibilité, les VAS à croissance accélérée et marge expansible et les infrastructures émergentes pour le commerce agentique et les stablecoins dont la contribution future est réelle, mais encore difficile à quantifier. Voir ces 3 couches séparément, c'est la condition pour comprendre ce que les chiffres agrégés ne peuvent pas vous dire seuls. Retenez une chose, le modèle le plus dangereux à analyser n'est pas celui que vous ne comprenez pas. C'est celui que vous croyez avoir compris depuis toujours. Maintenant, on va passer à la partie la plus facile, celle qui semble être plus importante pour certaines personnes, mais comme je le rappelle toujours ici, cette chaîne n'a pas vocation à vous dire qu'est-ce qui est surévalué, qu'est-ce qui est sous-évalué. Hein. Oubliez ça rapidement. Et puis d'ailleurs, cette compagnie est valorisée, pour moi, en dessus des $258, ça reste intéressant. Pourquoi ? La moyenne ici des PER est aux alentours ici des... Voilà, pour cette compagnie, je pense qu'on est aux alentours de 25 fois les bénéfices. Ça, c'est le maximum que je pourrais payer. Ici, comme on peut le voir, croissance des revenus, magnifique. On regarde ici la marge EBITDA. Est-ce qu'elle est en expansion ? On a une marge EBITDA ici en expansion. On peut regarder sur les 10 dernières années. C'est clairement en expansion. Maintenant, on regarde les marges nettes. Est-ce qu'on a la même chose ? On a plutôt une stabilité des marges nettes ici. Très intéressant. Marge des free cash flow. On check, bim, badaboum. On a des free cash flow. On peut le dire en légère extension parce que si on les prend en moyenne, voilà. Sur les 20 dernières années, c'est clairement en expansion. OK ? Donc, on a des marges extraordinairement élevées. On aime ça. Nombre d'actions, rachat massif d'actions. Rappelez-vous d'une chose. Cette compagnie verse un dividende de 0,69%. Certains diront, oh, c'est petit. C'est le shareholder yield qu'il faut regarder. OK ? Si elle avait pris tout ce qu'elle a pris, tout ce qu'elle a utilisé pour racheter des actions, pour rembourser la dette, si vous avez versé ça en dividende supplémentaire, vous aurez eu 3,61% de rendement global. OK? Et retournez encore l'équation. Si vous achetez cette compagnie à 25 fois les bénéfices, ça sous-entend ici que l'entreprise, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets, vous obtenez 4%. Donc le 0,69% de dividende aujourd'hui, son plafond de verre aujourd'hui, c'est 4%. Mais si on extrapole un tout petit peu la croissance, déjà je vais prendre le PER ici rapidement, ici, le PER Next 12 Months, ici, vous voyez que le marché a eu tendance à payer des multiples très élevés pour cette compagnie. Si on prend les 20 dernières années, médiane ici c'est 27 fois. Mais vous savez que je n'utilise pas le PER comme... je n'essaye pas d'être un mouton quand je regarde un PER. Ça veut dire ici que mon minimum c'est 10, mon maximum c'est 25. Je sais pourquoi je paye 25, je sais pourquoi est-ce que je peux payer 10, je sais pourquoi je paye 15 ou 20. Je ne m'assois pas juste pour dire que bon, vu que le marché paye 31 fois les bénéfices sur les 5 dernières années, ça veut dire que je vais mettre un PER de 31 ou bien de 32. Non. OK? Max, c'est 25. OK? Parce que quand si le taux, par exemple, si on avait le 10 ans américain qui était à 5% de rendement, OK? Pourquoi est-ce que je paierais une entreprise à plus de 20 fois les bénéfices? Il faudrait vraiment qu'elle ait une sacrée croissance, certaine en plus, avec des marges expansives pour que je puisse m'y intéresser. Ne l'oubliez pas. OK? Si les taux d'intérêt, disons, si on voit des taux d'intérêt à 10%, ce serait normal que les entreprises, la meilleure entreprise au monde ne s'échange pas à plus de 10%, 10 fois les bénéfices. D'accord? Les deux sont liés. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, la croissance des marges, l'augmentation ici des revenus ou bien des bénéfices aura un impact sur le business, aura un impact sur le multiple de valorisation. OK? Donc, 25 fois les bénéfices, c'est le grand max ici. Dette nette sur EBITDA, presque rien du tout. Je pense que l'entreprise peut repayer la dette nette ici en moins d'un an avec les free cash flow uniquement. Donc, on ne va pas se prendre ça en considération. Donc, je viens là sur Fastgraph. Je constate ici que Fastgraph, on prend Mastercard. Mastercard, ici, comme vous pouvez le constater, 25 fois les bénéfices, ça nous donne à peu près $658. Si l'entreprise me reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2028, ici, en dividende, par rapport au prix actuel aux alentours des $500, on obtient à peu près 26,33 divisé par $500 ici. On a à peu près un rendement sur coût de combien? 5,3%. Donc, notre potentiel plafond de verre au niveau du dividende va se situer aux alentours des 5,3%. Ne soyez pas étonnés si c'est normal que ce dividende ait tendance ici à croître à un niveau plus élevé que l'inflation moyenne. OK? Donc, on referme cette parenthèse par rapport au dividende. Donc, en date d'aujourd'hui, je considère que cette compagnie est sous-évaluée. C'est ça que vous voulez m'entendre dire? Mais c'est le pourquoi qui est intéressant. OK? Si moi je le dis, est-ce que vous tirez la même conclusion? Pourquoi est-ce que vous tirez la même conclusion? Quels sont les éléments qui vous font penser cela au-delà des chiffres? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'une entreprise comme celle-ci a les capacités de générer le même niveau de bénéfices nets minimum sur les 25 prochaines années?
OK? Tout à l'heure, vous m'avez vu, mec, ici, Micron. Comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, ceux qui payent du Micron Technologie, mais toutes les entreprises dans les mémoires vont très bien se comporter sur les mois à venir, sur même les années à venir, sur les 2 prochaines années. Mais quand on dit très bien se comporter, c'est au niveau des bénéfices. Je ne parle pas du prix de l'action, parce que le prix de l'action ici anticipe déjà, c'est clairement un scénario ciel bleu, on va le dire comme ça. OK? Donc, aucun nuage à l'horizon. Or, vous avez des éléments factuels, vérifiables et vérifiés, selon lesquels les volumes, les capacités vont augmenter. Si les capacités augmentent, sachant qu'on vend une commodité, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que les HBM coupés peut-être à $100 ici aujourd'hui, vous pensez que ça va valoir le prix sera à $100 dans les 3 prochaines années, une fois que les nouvelles capacités rentreront sur le marché? Ça, c'est la question que je pose. Ma réponse est non. La tienne, c'est laquelle? Parce que quand tu te dis ici, le pire moment pour acheter une compagnie cyclique, c'est quand le PR est bas. Ne l'oubliez jamais. Le meilleur moment, c'est quand tout va mal. Et il y a une croissance structurelle au niveau des mémoires ici. Je ne sais même pas pourquoi je reviens toujours sur la vidéo concernant les mémoires. Parce que je vois vos commentaires et parfois je me dis, vous gagnerez énormément à apprendre à analyser un secteur d'activité, à comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. D'accord? Avant même d'essayer de regarder la compagnie en question. Il faut regarder dans quel environnement il fonctionne, comment est-ce qu'il s'est comporté dans le passé. Parce qu'une fois que vous pensez que cette fois-ci c'est différent, c'est peut-être le pire des moments. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire ici que l'entreprise ne va pas tripler ou bien quadrupler, je n'en sais strictement rien du tout. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je pense que mon cash ici est à l'abri? Ou bien si j'investis $100 en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a de fortes chances que je récupère mon $100 sur les 5-10 prochaines années? Parce que moi, je suis là pour faire du long terme. Je ne sais pas faire du momentum ou bien du court terme. OK? Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à Micron. Et même pas Micron. Quand vous pensez au PER de manière générale, quand vous regardez une compagnie comme Mastercard, vous voyez quoi? Vous voyez de la récurrence. Vous voyez de la stabilité. Vous voyez quelque chose de prévisible. C'est ça que vous voyez. Et ça se montre, les analystes vous montrent ici que 80% du temps, on a raison. Et les 2 fois où on s'est peut-être trompé sur les 10 dernières années, c'était peut-être pendant la pandémie. Et ça, c'est compréhensible. Et encore, avec des marges de 27 à 21%. D'habitude, ici, c'est toujours un 5-5. Ils arrivent toujours à faire de très bonnes prévisions. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ils n'en feront pas. Ils vont pas ça ne va pas fonctionner un jour, etc. Déjà qu'il y a près de 27 analyses sur le dossier. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Et quand vous regardez structurellement ce business, vous comprenez pourquoi. On ne s'assoit pas pour dire qu'elle a un mot. C'est quoi le nom du mot? Comment est-ce qu'il est mis en pratique? Est-ce qu'il est en expansion, en décroissance? Qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait mettre en danger ce mot-là? À 2A, OK. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils font pour se protéger? D'accord? Ne l'oubliez pas. Votre rôle, c'est de poser les bonnes questions. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Si vous posez les mauvaises questions, vous aurez toujours les mauvaises réponses et ça se verra sur vos thèses d'investissement. Donc, faites attention ici. En tout cas, toutes les informations pour le projet sont en description de la vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le moment de soutenir concrètement la chaîne. Ce n'est pas quelque chose de gratuit ou un truc comme ça. Vous obtenez quelque chose maintenant et vous obtiendrez également quelque chose une fois le projet mené à bien. D'accord? Toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour moi, cette compagnie, $658, c'est mon target price. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous, c'est intéressant. Donc, au prix actuel, c'est une entreprise intéressante. Maintenant, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve royalement le droit de me tromper. Ne l'oubliez pas. OK? Lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences calls et débattez en commentaire. Pour ceux qui veulent également aller plus loin, vous avez des thèses d'investissement sur Mastercard, etc. Ça se passe dans le school. L'accès au school est gratuit ici. Voilà, c'est également le meilleur moyen pour vous de me rejoindre directement. OK? Donc, si vous avez des questions également par rapport au projet, après avoir regardé la vidéo, même si le son n'est pas extraordinaire ici, vous pouvez me poser la question directement dans le school. Comme je l'ai dit tantôt, permettez-moi de gagner du temps parce que j'ai besoin de vous maintenant. OK? Bye bye.